Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un véhicule américain qui a un historique qui implique un peu la Nouvelle-France. C'est assez curieux, la Ford Falcon. Il serait très réducteur de ne ramener la Ford Falcon qu'à une voiture économique. Certes, c'est sa mission de départ, mais elle deviendra autre chose au fil du temps et servira de base à l'une des Ford les plus importantes de l'histoire, ainsi qu'à de nombreux autres modèles. Bon, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Ford a réalisé plusieurs tentatives de lancer, commercialiser un véhicule compact en Amérique du Nord. Effectivement, et toutes aboutiront à la même conclusion, le projet n'est pas rentable. Dans les années 50, la Volkswagen Beetle et quelques autres importées européennes commencent à se tailler une part respectable du marché, mais cela ne convainc pas les trois grands de Détroit de développer un véhicule compact. La récession de 1957-1958 va enfin mettre l'économie d'essence à l'ordre du jour chez les constructeurs américains. Chez Ford, un homme devra mettre tout son poids dans la balance pour que le projet aboutisse, Robert McNamara. Qui est Robert McNamara? Né en 1916, Robert Strange, c'est vraiment son deuxième prénom, McNamara, se distinguera durant le conflit mondial au contrôle statistique de l'armée. C'est son supérieur, Tex Thornton, qui suggérera d'entrer chez Ford à la fin de la guerre, après avoir lu dans le magazine Life que la compagnie était en difficulté. Thornton, McNamara et 8 autres de ses collègues sont engagés par Henry Ford II en 1946. Posant beaucoup de questions, ils sont vite appelés les Quiz Kids, du nom d'une célèbre émission de télé de l'époque, avant de se renommer eux-mêmes les Whiz Kids, les enfants prodiges. McNamara monte rapidement dans les rangs de la compagnie et devient directeur général de la marque Ford en janvier 55. Comme il le reconnaît lui-même, il n'est pas un amateur d'automobile. Ce qui l'intéresse, ce sont les chiffres, l'efficacité, la rentabilité. Très analytique et pragmatique, il est également très pieux et se sent guidé par une certaine responsabilité sociale. Dès 1956, il commence à militer pour une compacte Ford, moins énergivore. La légende raconte qu'il aurait mis sur un pamphlet d'église les données techniques préliminaires de l'auto durant un service. Voyant le papier, Donald Frey, alors ingénieur en chef pour les véhicules passagers et futur membre du comité Fairlane qui va créer la Mustang, lui demandera « Bon, c'est très bien tout ça, mais quel type de voiture voulez-vous » McNamara n'y avait pas pensé. Ah, ben là, la récession en 1957-1958 va chambouler les choses. Alors oui, tout à fait. Alors en plus de sceller le destin déjà difficile d'Edsel, marque à laquelle était farouchement opposé McNamara, cette récession va décider Ford de s'engager dans un programme de voitures compactes à la mi-57. McNamara veut un modèle simple, efficace, sans la moindre frivolité, pouvant accueillir 6 personnes et pas cher. Un bon moyen de réduire les coûts, c'est de réduire la quantité de matériaux utilisés. C'est pour cela que l'ingénieur Frederick G. Owen va concevoir, sur un empattement de 109,5 pouces, une structure monocoque solide et simple. Un point qui va avoir une grande importance pour la suite. Plusieurs designers travailleront sur des avant-projets en 1957, mais ce sont Gail Halderman et Don De La Rosa, assignés au programme au début de 1958, qui seront les principaux contributeurs. Le style est finalisé au printemps 58, et c'est aussi à ce moment-là que le nom Falcon est définitivement choisi, après quelques arrangements corporatifs avec Chrysler, qui avait déjà utilisé ce nom sur un concept. Enfin, Ford développera un tout nouveau 6 cylindres en ligne de 144 pouces cubes, 2,4 litres, pour ce véhicule. Quand est-ce que la Falcon est présentée? Le 9 septembre 1959, le nouveau modèle Ford est montré à la presse et il arrive en concession le 3 octobre suivant. Des 3 nouvelles compactes introduites par les Big Three en 1960, Rambler avait déjà annoncé l'American en 58 et Studebaker la Lark en 59, la Falcon est de loin la plus conventionnelle. La Chevrolet Corvair se distingue par son 6 cylindres refroidi par air installé à l'arrière et la Plymouth Valiant par des lignes quelque peu exubérantes. Bien en prendra à Ford qui, à la fin de l'année, montera sur la première place du podium avec 435 676 Falcon produites contre 250 000 Corvair et 194 000 Valiant. Au lancement, il n'y a que 2 modèles, berline 2 ou 4 portes. Les versions familiales, également en 2 et 4 portes, n'arriveront sur le marché qu'à la mi-décembre 1959. Au printemps 1960, une nouvelle version utilitaire est ajoutée, le Ranchero. Basé sur la formule des Utes australiens, le nom avait été introduit au millésime 57 et le modèle avait été produit jusqu'en 1959 sur le châssis des Ford pleine grandeur. Le Ranchero restera sur la base de la Falcon jusqu'au millésime 66, avant d'utiliser celle de la Fairlane à partir de 1967.
La Falcon est effectivement une propulsion économique, pouvant réaliser jusqu'à 30 000 au gallon, mais la gamme 1960 n'est pas particulièrement étoffée. Un seul moteur de 90 chevaux, 2 boîtes de vitesse, une manuelle 3 rapports ou une automatique à 2 rapports, et une maigre liste d'options qui inclut radio, chauffage, pare-brise teinté, lave-glace et quelques ornements, dont les pneus à flanc blanc. Le groupe de luxe ajoute les entourages de vitres chromées, l'allume-cigare, les accoudoirs arrière, un volant blanc, des décorations de feu arrière et l'éclairage à l'intérieur à l'ouverture des portes. Pas de frein ou de direction assistée, pas de confort électrique. Tout cela manque de panache, mais les choses vont rapidement changer. Ouais, quand on demande juste pour avoir de l'éclairage à l'intérieur, voilà. C'est ça. Les changements, ça va arriver, ça, grâce à des évolutions dans la compagnie Ford. Là. Alors, le 9 novembre 1960, Robert McNamara devient président de Ford, mais Henry Ford II reste le PDG de la compagnie. Cependant, il quitte Ford le 1er janvier 1961 pour devenir secrétaire à la défense du gouvernement Kennedy, poste qu'il occupera jusqu'en février 1968 avant de devenir président de la Banque mondiale. La Falcon, dans sa forme originale, vient de perdre son plus ardent défenseur, mais ce n'est pas, loin de là, la fin de l'histoire. Chez Ford, un nouveau joueur fait parler de lui, Lido Anthony Iacocca, dit Lee. Né en 1924 de parents italiens, il entre chez Ford en 1946 après avoir suivi des études d'ingénierie. Rapidement, il se tourne vers les ventes et le marketing qu'il sent être plus proche de son tempérament. Il se fait remarquer par la direction en 1956 grâce à sa campagne de production 56 for 56, des paiements de $56 pour acheter un modèle 1956. Cette campagne passera à l'échelon national. À partir de là, il monte rapidement les rangs pour devenir directeur général de la marque de Ford en novembre 1960. Iacocca, c'est un peu l'antithèse de McNamara. Instinctif, flamboyant, il aime le produit, il aime les voitures, il a du flair pour les goûts des consommateurs et il multiplie les versions et les options pour séduire les acheteurs et augmenter les profits. Au début du millésime 61, la Falcon évolue un petit peu. Gris convexe à la place de la grille concave de 1960, nouveau choix de couleur, apparition d'une rare version de livraison, la Sedan Delivery, et ajout d'une deuxième variante du 6 cylindres, 170 pouces cubes, 120 chevaux, alors que le moteur de base passe à 85 chevaux. C'est au printemps 1961 que l'on commence à sentir la touche Iacocca, tandis qu'un modèle est ajouté à la gamme, la Falcon Futura. Basée sur la 2 portes, dotée de sièges baquets avec une console centrale, d'une finition intérieure-extérieure de luxe et de 3 petites balles sur l'aile arrière, elle se veut une réplique à la Corvair Monza, un modèle lancé en mai 1960 et qui exploite une recette similaire. La Monza deviendra rapidement un gros vendeur dans la gamme Corvair et est souvent citée par les historiens de l'automobile comme l'élément déclencheur qui amènera à la création du segment des pony cars. Malgré une arrivée tardive, la Falcon Futura est bien accueillie avec 44 470 exemplaires produits. La D-Model 1962 connaît quelques changements significatifs. Les Deluxe deviennent des versions à part entière. Une variante Country Squire est ajoutée. Elle se distingue par ses côtés en faux bois. Le style est légèrement révisé, notamment avec l'ajout d'un dôme de capot. La liste des options s'allonge, y compris l'air conditionné. La Futura voit son équipement enrichi et bénéficie en plus de touches de chrome. Au milieu du millésime, la forme de son toit est revue, plus droite, et une boîte manuelle à 4 rapports fabriquée par Ford Angleterre est disponible en option. La production de ce modèle baisse à 17 011 exemplaires. Les Iacocca, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois qu'on parle de cet individu. Non. Il a eu ses mains un petit peu partout dans l'industrie automobile. Pendant plusieurs décennies. Oui, absolument. Ford a des grands plans pour la Futura en 1963. La gamme Falcon est scindée en 3 séries pour 1963. Les 2 bases, 2 variantes, les familiales, 5 variantes et Futura. Cette série comprend 6 variantes, y compris le nouveau cabriolet. À l'extérieur, on retrouve une nouvelle grille et à l'intérieur, une nouvelle planche de bord. La boîte manuelle à 4 rapports est offerte sur les familiales. Mais c'est en milieu de millésime, en février 63, que la recette Iacocca prend vraiment forme et que la Falcon va définitivement monter en gamme avec l'ajout d'un moteur V8 et l'introduction des modèles Futura Sprint en coupé ou en cabriolet. Le V8 est une version réalisée à 260 pouces cubes du 221 pouces cubes conçu pour la Fairlane, présentée en 1962, et utilisant des techniques de construction similaires aux 6 cylindres de la Falcon. Ici, il développe 164 chevaux, ce qui donne à la Falcon une petite aura de sportivité,
notamment avec la boîte manuelle à 4 rapports. Aura renforcée avec les modèles Sprint, recevant de série échappement plus libre, suspension renforcée, plus gros frein, compte-tour, volant sport, enjoliveur de roues à rayons et donc le V8. Là, nous sommes déjà loin de la vocation originale de la Falcon. D'autant qu'une Falcon Sprint se permettra de finir à la 2e place du rallye de Monte-Carlo 1964. Grâce à la Sprint, toute la base mécanique est là pour le bébé de Lee Iacocca qui sera dévoilé le 17 avril 1964, la Ford Mustang. L'année 1964 marque le premier restylage profond de la Falcon. L'empattement reste le même, mais les dimensions augmentent très légèrement ainsi que le poids. Les lignes sont devenues plus anguleuses et la planche de bord est complètement revue. Le nombre de variantes évolue peu, mais les mêmes carrosseries sont offertes. Un nouveau 6 cylindres de 200 pouces cubes, développant 116 chevaux, est proposé en option pour les familiales et les modèles commerciaux. Pas de changement pour le V8. L'année suivante, 1965, de simples ajustements sont faits dans les listes d'équipements, mais ça bouge du côté des moteurs. Le 144 pouces cubes disparaît, le 170 pouces cubes devient le moteur de base, le 200 pouces cubes est disponible sur tous les modèles sauf la Sprint, et le V8 260 pouces cubes est remplacé par un 289 pouces cubes de 200 chevaux. Après le pic de 1961 à 497 166 exemplaires, les ventes commencent à baisser régulièrement. En 1965, on en est déjà à 233 641 exemplaires. À cela, plusieurs facteurs. La croissance est repartie de plus belle dans les années 60 et l'économie d'essence n'est plus au goût du jour. Et puis la Falcon souffre de la concurrence interne de l'intermédiaire Fairlane, reposant sur une plateforme allongée de Falcon et lancée en 1962, et de la Mustang. Évidemment. Mais l'aventure se termine pas là pour la Falcon et Ford, mais on réalise qu'on va faire un retour aux bases, là. Pour 1966, les Falcon et Fairlane sont redessinés simultanément. Mais cette fois-ci, c'est la Fairlane qui est développée en premier. Elle repose toujours sur la même architecture de la Falcon 60, mais elle est renforcée et sa baie moteur est conçue pour accueillir des gros blocs. Ensuite, la Falcon devient une Fairlane en version réduite. L'empattement passe de 109,5 pouces à 110,9 pouces ou 113 pouces pour les versions familiales. Les carrosseries cabriolet, hardtop et familiales de porte disparaissent. Le nouvel extérieur de la ligne plus souple, avec un petit décroché au niveau de la vitre latérale arrière. Il n'y a plus que 2 séries, 2 bases, en 2 portes, 4 portes et familiale 4 portes, et Futura, même variante avec en plus un coupé sport. Le choix des moteurs n'évolue pas par rapport à 1965, le 170 pouces cubes de base, 105 chevaux, le 200 pouces cubes de série sur les familiales et coupés sport, 120 chevaux en option sur les autres, et le V8 289 pouces cubes de 200 chevaux en option pour tout le monde. La Falcon a retrouvé ses racines économiques, mais les ventes baissent encore à 204 429 exemplaires. La production descend à 64 335 exemplaires en 1967, en grande partie à cause d'une grève dans les usines. À part l'ajout d'une variante de 225 chevaux du V8 et quelques ajustements esthétiques, le millésime 67 est assez calme. Une nouvelle grille avant, des feux arrière plus carrés et une planche de bord revue distinguent le modèle 1968. Le V8 de 225 chevaux et la boîte manuelle à 4 rapports sont supprimés et les moteurs restants voient leur puissance réduite de 5 chevaux. Un V8 de 302 pouces cubes, 4,9 litres, développant 220 chevaux, remplace le 289 pour 1969 et c'est à peu près tout. Car Ford se prépare au dévoilement d'un nouveau modèle d'entrée de gamme pour mars 1969, la Maverick. La Falcon vient faire une dernière apparition pour le millésime 70. Le 6 cylindres 200 pouces cubes devient le moteur de base et la version coupée sport est supprimée. La production du modèle est arrêtée en décembre 1969 après seulement 15 694 exemplaires pour laisser de la place à la populaire Maverick dont la gamme se développe. Mais là, il faut que tu nous parles du mystère du demi-millésime. Et oui, parce que le nom Falcon fait de la résistance. Pour une raison encore difficile à comprendre, il réapparaît en plein milieu d'année modèle 1970 pour remplacer la Fairlane 500, modèle de base de la gamme intermédiaire, maintenant dominée par la Torino. Disponible en 2 portes, 4 portes et familiale, elle peut recevoir des moteurs alluant du 6 cylindres en ligne de 250 pouces cubes de 155 chevaux au très bouillant 429 pouces cubes de 360 chevaux, 370 avec l'option Ramère. Elle ne restera sur le marché que 6 mois et sera produite à 67 053 exemplaires. À partir de là, c'est la fin définitive pour le nom Falcon en Amérique du Nord. Ouais. C'est quoi l'héritage de la Falcon? Qu'est-ce qu'elle a laissé au monde automobile? Bien qu'étant une simple voiture économique, la Falcon est l'un des modèles les plus importants de l'histoire de Ford.
En plus d'avoir été produite tout de même à 2,85 millions d'exemplaires en Amérique du Nord, elle a connu le succès dans d'autres parties du monde. Sous sa carrosserie originale, mais régulièrement restylée, elle sera vendue en Argentine de 1962 à 1991. Ouais. En Australie, elle est produite et commercialisée dès 1960 et deviendra un grand succès local. Lorsque Ford USA arrêtera le modèle en 1970, les Australiens continueront de le développer pour leur marché. Et pas moins de 7 générations y seront fabriquées jusqu'en 2016. De plus, la structure monocoque de la Falcon a servi de base à de nombreux autres modèles nord-américains. Les premiers utilitaires Econoline, ainsi que les Fairlane, Torino, Maverick, Granada, Mustang et Ranchero reposeront toutes sur une version plus ou moins modifiée de la plateforme de la Falcon originale. Et ça, c'est sans compter les variantes Mercury et aussi même la Lincoln Versailles. Cela fait des millions et des millions de véhicules sur près de 20 ans. L'investissement initial sur une auto compacte à laquelle peu de gens chez Ford croyaient s'est avéré extrêmement rentable sur le long terme. Comme quoi, des fois, l'économie, c'est payant. Avant de terminer, j'ai fait une référence à la Nouvelle-France tantôt. Il y a un petit peu de Nouvelle-France dans la Falcon. Parle-nous donc du modèle spécial qui était fabriqué au Canada. Dès le début du développement de la Falcon, il est prévu une version pour la marque Edsel. Cette variante repose sur un empattement allongé et possède une esthétique un peu plus travaillée que celle de la Falcon. Elle doit être lancée en même temps que cette dernière. Mais le 19 novembre 1959, Ford annonce la disparition complète d'Edsel. Les plans sont modifiés et la compacte Edsel se retrouvera finalement chez Mercury avec un lancement en mars 1960 sous le nom de Comet. Et si on fait attention, on retrouve encore des feux arrière similaires sur la Comet 60, similaires à ceux de l'Edsel 60. Au Canada, afin de donner un modèle compact au réseau Mercury Meteor, la direction décide de créer une marque à part entière, séparée, Frontenac. La Frontenac se distingue par sa calandre, deux grilles pointant vers un cercle de chrome central décoré d'une feuille d'érable, ses lignes chromées sur les ailes arrière, des feux arrière plus petits et des feuilles d'érable sur le couvercle de malle, les enjoliveurs de roues et le volant. Ben oui, toi. Tout le reste est du pur Falcon. Le calendrier de présentation suit celui des Falcon, modèle berline 2 et 4 portes en octobre et les familiales 2 et 4 portes en décembre. Le public canadien réagit bien. 9536 exemplaires sont fabriqués à l'usine d'Oakville en Ontario. En comparaison, Ford du Canada a produit 17 152 Falcon durant ce millésime. La Frontenac se permet même d'être mieux vendue chez nous que les Corvair et Valiant. Mais l'arrivée de la Comet rend la Frontenac redondante et la décision est prise de supprimer la marque après seulement 12 mois d'existence. Ouais. Aujourd'hui, c'est une véritable rareté. C'était une marque à part entière. Absolument. La Frontenac, c'était pas une Ford Frontenac, c'était une Frontenac. Puis utilisé ce avec des brochures spécifiques, et aujourd'hui, c'est des véhicules qui sont absolument introuvables. Moi, j'en ai croisé 3, une roulante et 2 épaves. Wow. That's it. Ici? Ouais. Ah oui, absolument. En plus, hein, c'est pas des collectionneurs d'ici. Non, mais j'ai vu 2 épaves chez Mario Labrosse à Tremblant et j'en ai vu une seule roulante en plusieurs années d'exposition de voitures anciennes. c'est malade. Merci Hugues pour cette chronique de voitures anciennes, ça Ford Falcon.